Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, votre rendez-vous du lundi consacré à l'actualité écologique. Sur ce plateau, comme chaque lundi, Julie de Gomède. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. Tout va bien? Ça va. Tout va bien comme un lundi. Merci Comme un beaucoup lundi. d'être là, comme chaque lundi. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Christine de Jouette. Vous êtes directrice de Provence Grand Large. Merci d'être sur ce plateau. On va parler dans un instant. Vous allez nous parler de ces éoliennes au large de Port-Saint-Louis du Rhône. On commence avec l'actualité écologique et ça, c'est avec Julie. L'actualité, c'est cette conférence de la région organisée vendredi dernier, thème agriculture et alimentation. Oui, à l'issue de cette conférence, l'information qu'il faut retenir, c'est la création d'un label 100% Sud, dont l'objectif est de valoriser la production agricole locale. Donc, elle vient s'ajouter à beaucoup de labels déjà existants, notamment les appellations d'origine contrôlée, les IGP. Mais l'objectif, là, précisément, donc, c'est de valoriser les producteurs locaux. Alors, le cahier des charges n'a pas encore été précisé. Il doit l'être d'ici la fin de l'année. Mais on sait d'ores et déjà qu'il sera décerné si le produit, transformé ou non d'ailleurs, contient au moins 80% de matières premières issues de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce n'est donc pas forcément conditionné au fait d'être en agriculture biologique pour l'instant de ce qu'on sait. Julie, rappelle-nous pourquoi l'agriculture est un enjeu crucial pour la transition écologique dans notre région. Oui, alors aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait qu'il est nécessaire de recentrer la production locale pour mieux manger et pour moins polluer surtout. Le Sud particulièrement est une terre agricole importante. Elle détient la plus grande surface utile agricole de France, c'est-à-dire la surface utilisée par les exploitants. En outre, nous avons vu avec le GIRES la dernière fois, le GIRES, donc le groupement pour la solidarité climatique, que l'agriculture en Provence-Alpes-Côte d'Azur consomme 14% d'énergie en plus que dans le reste de la France, d'où l'intérêt de mettre en place des mesures. On se souvient aussi de la venue d'Emmanuel Macron début 2023 à Savines-le-Lac pour annoncer son plan Or Bleu dans lequel l'agriculture joue un rôle crucial en matière d'économie d'eau. Merci beaucoup Julie, on passe à l'invité de Planète Locale. Christine de Jouette, bonsoir. Vous êtes donc la directrice de Provence Grand Large. Avant de parler de ces éoliennes, en un mot, Provence Grand Large, qu'est-ce que c'est ? Bien, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter le projet. Donc, c'est un parc éolien en mer flottant. C'est 3 éoliennes flottantes qui viennent d'être installées par 100 mètres de profondeur d'eau à 17 km au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà, donc si vous vous demandez ce que c'est ces éoliennes, qui vont bientôt tourner d'ailleurs, elles doivent commencer à turbiner en décembre, c'est bien ça ? Plutôt en début de l'année prochaine, oui. Plutôt en début d'année prochaine. Pourquoi est-ce que c'est important de développer l'éolien sur notre territoire ? Parce qu'on a beaucoup de vent ? Alors d'abord, c'est un site qui est extrêmement vanté. On a des vitesses moyennes de vent de 10 mètres par seconde, donc c'est extrêmement vanté. Et ensuite, parce que ce projet s'inscrit dans la transition énergétique et que par ce projet, on répond aux objectifs de lutte contre le réchauffement du climat en proposant des solutions bas carbone. Donc pour nous, pour la région, c'est extrêmement important. On peut juste rajouter que cette ferme pilote va produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 45 000 habitants, ce qui fait une ville comme Martigues. Et c'est un premier pas dans la stratégie éolienne, puisque à terme, il est aussi question d'avoir un second parc, un parc beaucoup plus grand. Pour l'instant, c'est seulement 3 éoliennes, et après, plus tard, ça sera 500 mégawatts d'énergie éolienne produite. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc, avant de travailler sur un déploiement de fermes commerciales à plus grande ampleur, il est important de réaliser un projet pilote qui donnera un grand nombre de retours d'expérience pour appréhender le déploiement plus massif d'éoliennes flottantes. Donc, c'est un projet pilote qui renseigne énormément sur les technologies et sur les premiers retours d'expérience. Vous nous expliquez en 2 mots comment ça marche. On a l'éolienne qui produit l'électricité et comment cette électricité est acheminée vers la Terre. Voilà, le moteur d'une éolienne, c'est les pales. Les pales en tournant vont faire tourner une génératrice qui va créer de l'électricité. Cette électricité, elle passe dans des câbles, d'abord des câbles sous-marins qui vont être accordés à des câbles terrestres et qui enfin vont arriver au réseau, à une des stations de Port-Saint-Louis-du-Rhône. EDF ? Une station EDF ? C'est une station RTE, le réseau de transport d'électricité, et qui va ensuite distribuer cette énergie dans le réseau.
D'accord. Ça, c'est très important pour décarboner notre électricité, mais il y a quand même des critiques qui sont émises sur le plan de la biodiversité. Je pense notamment à la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue, qui parle de hachoir à oiseaux pour qualifier les éoliennes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce qu'on répond, c'est que pour nous, c'est très important de trouver des énergies bas carbone, mais ça ne se fait pas au détriment ni de l'environnement, ni du respect de la biodiversité. Et dans le cadre du projet, on a déployé un budget très important, qui est de l'ordre de 5 millions d'euros, pour justement apporter des mesures du respect de l'environnement, du suivi de l'environnement et du respect de la biodiversité. Donc, on peut citer des exemples, si vous voulez bien. On peut citer des exemples pour réduire les désagréments de l'avifaune. Donc, chaque éolienne va être équipée de caméras couplés à des systèmes d'effarouchement sonore. C'est des systèmes répulsifs, c'est-à-dire quand les oiseaux vont commencer à s'approcher des pales, eh bien, la caméra va déclencher le système effaroucheur qui va émettre un son qui n'est pas du tout nocif pour l'oiseau, mais qui le gêne et qui va donc dévier sa trajectoire. C'est autre critique, les poissons aussi, avec tous les câbles sous-marins. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la biodiversité marine? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs types d'études qui ont été faites. Il y a des études que l'on fait avant l'implantation du projet pour bien connaître le milieu dans lequel on va venir implanter ces éoliennes. Ensuite, il y a des suivis qui sont faits, non seulement pendant la construction, pendant la phase de construction où là, nous aussi, on est en mer, mais également pendant la phase d'opération. Et c'est sur une quinzaine de campagnes en mer que l'on a déjà réalisées que l'on peut connaître bien le milieu dans lequel on va venir implanter les éoliennes. Donc, il s'agit de connaître bien la vie sur les fonds marins, la ressource halieutique, c'est-à-dire les poissons, le bruit ambiant sous-marin, et puis aussi également les oiseaux. Et donc, oui, on connaît bien cette biodiversité et on la suit. Et je peux vous dire, même si il y a des exemples qui ont été pour nous magnifiques, c'est quand on a commencé à remorquer les éoliennes en mer, il y a des bancs de dauphins qui nous ont accompagnés. Et on a aussi, au niveau sonore, dans les hydrophones qu'on a placés sous l'eau pour analyser le bruit sous-marin, on a aussi des enregistrements de dauphins par nos hydrophones. Et la biodiversité, elle est importante. Hormis les dauphins, vous avez beaucoup de poissons dans ces zones-là, autour des éoliennes, pour l'instant? On a beaucoup de poissons, puisque là, vous savez que c'est un milieu de pêche, cette zone-là. Donc, on a beaucoup de concertations et de discussions avec la pêche professionnelle, en particulier la Prédomine Marseille. Et ils nous accompagnent d'ailleurs dans cette phase de travaux. Ils sont là pour nous aider à protéger la zone lors des travaux. Mais ce qu'on peut venir vous dire, c'est que dans les robots sous-marins dont on a besoin pour faire toutes les connexions et surveiller le déroulement des câbles, eh bien, on a les poissons qui sont sur nos écrans. Dernière question. Oui, pour l'instant, donc on parle de 3 éoliennes. Malgré tout, on n'a peut-être pas encore assez de recul pour savoir quel sera vraiment l'impact quand on aura des parcs entiers d'éoliennes, le futur parc de 500 mégawatts. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait pour compenser s'il y a des impacts? Alors, les compensations, les mesures de compensation qu'on fait, on ne peut pas les faire tout seul. Et c'est là qu'on les fait en collaboration avec les organismes locaux. Et en particulier, on a de grandes collaborations avec les parcs, que ce soit le parc régional naturel de Camargue, le parc national des Calanques ou de Porquerolles. Et donc, en mesure de compensation, on peut donner 2 exemples. Par exemple, avec le parc des Calanques, on travaille pour réguler la vie des rats, puisque c'est les principaux prédateurs pour les nids des oiseaux qui nichent dans les calanques. Et puis, avec le parc de Camargue, on travaille sur la maintenance d'îlots de nidification de petites espèces d'oiseaux qui s'appellent des larolimicoles et qui, eux aussi, nichent au ras du sol et que l'on préserve pendant leur reproduction. Merci beaucoup. Merci Christine de Jouët, directrice de Provence Grand Large, d'avoir été l'invitée de Planète Locale pour nous expliquer tout cela. On passe à l'objet de la semaine avec Julie. Qu'est-ce que tu nous as amené? Un livre, c'est ça? Je vous ai apporté un peu de lecture. Aujourd'hui, je vous parle du livre Zone à cueillir, qui a été écrit par 2 Marseillaises, Camille Gasnier et Caroline Deck. Tiens, je te le donne. Super. Si tu veux regarder, feuilleter. Alors, ce livre, de quoi il parle? Il parle des plantes, des fleurs qui nous entourent plus généralement et que l'on peut cueillir. C'est un livre qui s'adresse principalement aux personnes qui veulent cueillir des fleurs
comestibles. En fait, on se rend compte qu'à peu près tout ce qu'on trouve dans la nature, dans la campagne, mais aussi en ville, dans les pelouses, dans les jardins, sur les bords d'autoroute, sont comestibles. Alors, il y a quand même des règles à respecter pour cueillir des plantes sauvages qui sont énoncées d'ailleurs en début de livre. Pour commencer, le mieux peut être quand même de cueillir dans son propre jardin. Pour ceux qui ont un jardin, vous trouverez également à la fin du livre des recettes de cuisine, puisque après avoir cueilli des plantes, c'est intéressant quand même de savoir les cuisiner. On trouve des classiques, on trouve l'ail des ours, le fenouil ou encore la roquette, mais des plantes aussi un peu plus originales. On trouve de la criste marine, par exemple. Je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner la criste marine. Il y a aussi des recettes de cocktails. Alors, si vous ne voulez pas cueillir, vous pouvez aussi l'acheter si vous vous intéressez à la biodiversité et aux plantes de façon générale. Merci beaucoup Julie, merci pour cette présentation. Merci beaucoup Christine de Jouët d'avoir été notre invitée. Vous restez avec nous, à tout de suite.